que tout le monde est revenu pour ce groupe d'analyse des pratiques en live. C'est un pari qu'ont fait Jacques et Elisabeth, surtout Jacques, qui lui ne va pas suffisamment au contact des équipes parce que son boulot, il est auprès des patients en permanence et il en reçoit énormément. Et du coup, il n'a pas cette chance d'aller vous rencontrer dans les territoires. Donc il avait tellement envie de vous connaître qu'il a eu envie de vous poser des questions. Et le fait est que c'est pas si simple, pour le coup, parce que tu travailles depuis, tu l'as dit, 40 ans, tu es en train de sortir un bouquin dans 2 mois, tu nous donnes les conclusions, chaque fois, de tes chapitres, mais on n'a pas le déroulement de ta pensée. Alors je pense que parfois, ça doit pas être si simple. Pourtant, moi, j'ai entendu des choses assez intéressantes, et puis je voudrais poser une question à Elisabeth, parce que l'autre jour, c'est elle qui m'a posé une question. Et du coup, elle est restée en suspens et j'ai trouvé la suggestion très intéressante. Par rapport à ce que vous avez dit, j'ai retenu donc le terme d'alliance qui a été un point important et qui est évidemment quel chemin par rapport à l'alliance. Et du coup, en parlant avec Guillaume et en lui disant mais ce terme d'alliance pour moi il est vraiment déterminant et c'est celui-là le boulot au quotidien. Vous avez parlé de l'évaluation en vous disant mais on est missionné pour faire des trucs, on ne sait pas toujours bien comment, et en tout cas c'est comme si on était convoqué à réussir. Et dans cette convocation à réussir, il faut savoir qu'on est soumis évidemment à l'efficience, oui, mais pas à l'efficacité. Déjà c'est un petit pas de côté qui peut nous permettre de nous poser un peu pour accepter que parfois qu'on se sente impuissant, que ce ne soit pas si simple. Et de fait, vous savez, dans les études, ce qui compte le plus, et on l'a remarqué, ça a été évalué de cette manière-là, le meilleur taux d'indice de réussite par rapport notamment à des traitements de substitution ou à des centres de soins, c'est ce qu'ils appellent le seuil de rétention. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme, mais ça veut dire plus les gens viennent vous voir, la même personne vient vous voir, plus, même si vous avez un sentiment d'impuissance, elle sait qu'elle a quelque chose à faire avec vous. Et qu'au fond, cette alliance, elle opère à votre insu. Et ça, c'est pas inintéressant. Alors, quand on est une vieille professionnelle comme moi, ce qui est assez rigolo, c'est des gens qui reviennent longtemps et qui vous disent « Tu sais, un jour, tu m'as dit… » Et ils sortent une phrase, je me dis « Oh là là, j'ai dit ça !» Ça me semble tellement banal, d'accord ? Et pourtant, pour eux, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire ils ont pu se décaler un peu, c'est un terme qui a été employé par vous, la dame qui est en train de… Voilà, c'est vous, qui avez parlé du terme de décalage que je trouve tout à fait intéressant. Se décaler, les aider effectivement à se décaler. Et vous disiez, mais on pourrait les emmener faire des choses, etc. Au fond, se décaler, c'est les embarquer avec vous dans une forme de décalage. Et si vous ne visez pas immédiatement la question de l'usage, mais plutôt comment ça va, plutôt qu'est-ce qui va bien dans leur vie, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer, sans forcément vous centrer, vous, sur les questions de drogue, peut-être qu'ils peuvent donner quelques pistes. Et une des pistes, et là c'est encore Guillaume qui m'a renvoyé à ça, une des pistes c'est mais comment je peux faire pour passer le gap quoi, de qui je suis à qui j'aimerais être. Il faut se projeter, se décentrer. Il y a des soignants ici qui travaillent dans un lieu où ils pratiquent le rétablissement et qui consiste à accompagner à partir de ce que va dire la personne, aussi éloignée soit-elle de la sortie d'une pathologie mentale ou de la question des drogues, comment effectivement on interroge un peu son envie, son désir. Mais pour ça, il faut être non pas face à face, mais côte à côte, juste. Voilà, je ne suis pas devant toi, je ne te pousse pas non plus, je suis à côté. Voilà, comment on passe un moment, comment on se rencontre. Mais moi, je trouve très important la question que vous vous êtes posée, qui est cette forme de culpabilité, à sentir parfois qu'on peut être… on ne sait pas si on est utile, on ne sait pas comment être utile, on ne connaît pas vraiment la commande. Et ça, pour le coup, cette frustration-là, elle est permanente et bienvenue au club, quoi. Voilà, bienvenue au club.
là, j'aimerais bien interroger Elisabeth, parce que l'autre jour, j'ai tenté de savoir sur quoi Elisabeth et Jacques allaient travailler. Vous aurez compris que la question était difficile et je ne savais pas que Jacques allait vous interroger directement. C'est la première fois qu'on le fait dans les plateformes. C'est gonflé, mais Jacques est gonflé. Et Elisabeth me dit, moi ce qui m'intéresse dans la question du bonheur, c'est la culpabilité. Bon, j'ai pas passé le week-end là-dessus, hein, mais simplement, quand même, je me suis dit, mais oui, culpabilité à être heureux. Alors peut-être que ça m'a parlé à moi, peut-être. Mais en tout cas, cette culpabilité à être heureux, j'y ai repensé par rapport à des usagers que j'ai rencontrés et qui me témoignaient de leur difficulté à aller bien quand leur famille à eux va pas bien. Comment je fais pour accepter de bouger d'espace, de bouger de là, de sortir du quartier, quand je laisse derrière moi ceux qui ne pourront pas en sortir du quartier, c'est-à-dire mon père, ma mère, voilà. Et du coup, être heureux est mis comme une forme de décision qui serait presque le fait d'abandonner ceux dont on imagine qu'ils ne vont pas être heureux ou qu'ils n'y arriveront pas. J'ai eu cette situation tellement de fois que finalement, quand tu m'as... j'aimerais bien que tu reprennes un peu ce point pour toi-même, puisque tu me l'as mis dans les questions. Et puis, un petit aparté que j'ai fait avec Guillaume, et qui me dit, mais ce qui serait intéressant, c'est aussi de parler des figures d'identification. C'est-à-dire grandir, vous le savez, vous avez tous fait ça à l'école, etc. On l'apprend et on le vérifie avec nos enfants et avec soi-même. Ça fonctionne par tendre vers une rencontre qui vous fait grandir, qui vous donne une figure sociale d'identification. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là quand Marwan Mohamed était venu, hein, et il avait raconté, expliqué lui comment, dans ce qu'on appelle dans le trafic, hein, le soft power, qui était le fait que les grands frères étaient ceux qui faisaient le deal et qui du coup étaient beaucoup plus protecteurs par rapport aux jeunes et représentaient presque cette première figure d'identification. Certes, socialement, on ne va pas en parler à Retailleau, mais et je ne pense pas qu'il comprendrait. Simplement, ça fonctionne. C'est un bout de chemin pour eux. Il l'a présenté comme ça. Voilà, donc j'ai une question peut-être, parce que comme c'est une suggestion de réflexion de Guillaume, de poursuivre un peu le trait, et puis par rapport à Elisabeth, de reprendre un peu ce fil sur la culpabilité et bonheur. Quant à Jacques, toi, tu peux dire ce que tu sens. Je ne sais pas te poser une question là. Mais tu as fait un truc déjà. Tu as fait un truc. J'ai un truc Tu là. as fait un truc. Bon, alors on va faire Elisabeth ou Guillaume, le premier Elisabeth, et puis Guillaume, et puis tu nous diras ce que tu as écrit sur le verre. Merci. Oui, moi, quand j'ai réfléchi à cette question du bonheur, en fait, m'est venue cette notion, cette idée de la culpabilité, d'autant qu'il est vrai aussi que nos patients, quand ils deviennent des patients, c'est-à-dire quand ils ont une demande de soins, les personnes qui consomment et peut-être avec excès et abus, ils ont souvent nous parlent beaucoup de cette culpabilité qu'ils ont à répéter un comportement qui ne leur convient plus, mais qu'ils n'arrivent pas à faire autrement, et finalement cette culpabilité, elle va participer même de l'engagement dans la conduite, parce que tant qu'à fauter, autant le faire à fond. Et puis finalement, sans doute que la consommation, le comportement, c'est le moyen le plus efficace pour ne plus penser à cette culpabilité et la recouvrir. Donc je trouvais que cette notion de culpabilité, elle était intéressante. Bon, je n'étais pas la seule à penser qu'il y avait un rapport entre bonheur et culpabilité. Et Freud l'a pensé. Malaise dans la culture, ça parle exactement
de cette notion-là. Et Freud, au départ, d'ailleurs, quand il commence à écrire ce bouquin, il voulait écrire quelque chose sur le bonheur. Ça finit en malaise, mais au départ, il voulait écrire quelque chose sur justement le bonheur. Et il s'interroge et il se dit, et c'est là que ça va rejoindre le mythe d'Adam et Ève dont parlait tout à l'heure Jacques. C'est là que ça rejoint le mythe d'Adam et Ève, parce que pourquoi est-ce qu'il résonne autant ce mythe pour tout le monde? Parce qu'en fait, il parle de notre enfance. Il parle du moment où on devient conscient. C'est-à-dire qu'on prend conscience que on n'est pas tout puissant, justement, qu'on ne peut pas tout décider pour son existence et qu'on est pris dans un ensemble beaucoup plus grand où il y a d'autres individus et d'autres désirs que notre propre désir. Donc, ce qui se passe une fois qu'on a fait cette première étape de la conscience, et ça c'est dans notre jeune âge, hein, c'est entre 7 et 10, 11 ans, il va y avoir une autre étape, et c'est dans cette autre étape, qui est le moment où se constitue le surmoi, selon Freud, hein, donc cette instance psychique intériorisée, donc, qui est tout le temps avec moi, hein, je ne peux pas m'en débarrasser. C'est dans le moment où se constitue le surmoi, avec le surmoi va venir le sentiment de culpabilité. Et ce qu'explique Freud, ce qu'on peut comprendre aussi à partir d'Adam et Ève d'ailleurs, c'est que en fait, si on veut vivre en société, si on veut vivre dans la culture, il faut renoncer à des comportements agressifs. Et pour renoncer à des comportements agressifs, je vais inhiber un certain nombre de mes pulsions. Et c'est ces inhibitions que j'intériorise avec cette question du surmoi. C'est-à-dire, je me crée une instance tout le temps avec moi qui va me dire « Ah, non, ça tu peux pas, ça tu peux pas ». Et plus mes pulsions sont inhibées par cette instance du surmoi, et plus, en fait, j'ai de la culpabilité. Ça peut pas être... Enfin, je ne sais pas comme ça, moi, je n'ai pas trouvé ça évident. Mais en fait, et plus j'ai de la culpabilité. D'où tout l'intérêt, et là, je reprends plus basiquement aussi toutes ces histoires de bonheur, culpabilité, etc., parce que c'est un peu plus long dans Freud, mais pour revenir à toutes les situations dont on a parlé, et à cette question de l'alliance, justement. D'où toute cette importance de ces premiers moments, de cette rencontre avec un autre qui vient chargé déjà par son objet qui, il le sait que fumer tue, il le sait que trop boire ça va le mettre mal, etc., que consommer de l'héroïne en injection c'est pas terrible, tout ça il le sait, et c'est pour ça que dans ce moment de la rencontre et de l'alliance, être dans une position d'accueil, sans jugement, avec toute cette bienveillance et même toute cette impossibilité à agir d'ailleurs, c'est une position qui fait de la place à l'autre. Jean Houry, qui était un fer de lance de la psychothérapie institutionnelle, il disait « Un bon soignant, c'est un bon balayeur. C'est quelqu'un qui sait bien balayer devant chez lui pour laisser de la disponibilité à l'autre. » Et quels que soient les lieux où nous sommes, effectivement, je crois que c'est ces postures-là qui sont très importantes pour pouvoir accueillir ces paroles et ces personnes qui sont plus ou moins dans une demande plus ou moins claire, effectivement. Puisque pour certains, ils vont véritablement nous donner une demande claire. Je veux moins boire, docteur. Et pour d'autres, ça va passer par d'autres chemins. Et puis, puisqu'on parlait du décalage, le langage, c'est le décalage. Le fait de parler, de mettre en mots, de se raconter une histoire sur ce qui nous arrive, ça, c'est déjà du décalage. C'est une prise de distance qui va nous permettre, en fait, de voir autrement les événements que j'ai vécus. Au tout début, vous parliez de savoir si on agit ou si on subit. Peut-être qu'il y a une question de lecture de ce qui nous arrive et que, puisque de toute façon, ça n'est que rétrospectivement que je vais accéder à ma propre histoire, c'est jamais sur le coup. C'est pour ça que c'est tellement difficile avec les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, ils ne sont pas en train
d'essayer de vous raconter une histoire. D'ailleurs, pour tous ceux qui travaillent depuis longtemps, quand on reçoit des personnes qui ont 35, 40 ans, ils vous racontent leur histoire. Un jeune, quand il arrive, il ne vous raconte pas une histoire. Il est en train de vivre les événements de cette histoire. Il n'a pas encore pris ce recul qui va lui permettre justement d'inscrire ces événements dans quelque chose qui sera son propre récit et qui lui permettra d'avoir une vision de lui hier, aujourd'hui, pour demain. Pour demain, pour pouvoir se projeter, pour avoir des projets, quels qu'ils soient ces projets. Mais il n'est pas dans ce moment-là. D'où cette difficulté, une fois de plus, c'est de quoi on va parler. Parce que parler, ça va permettre ce décalage-là. Comment est-ce qu'on fait pour parler? Comment est-ce qu'on aide quelqu'un à construire, co-construire, dans nos entretiens, je crois, co-construire sa propre histoire, son histoire de personnage. Un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur qui parlait d'identité narrative. Il disait que pour accéder à un sentiment d'unité, l'être humain, et donc pour jouir de toutes ses capacités, en fait, l'être humain, il a besoin de se voir unifié. C'est un gros problème pour nos patients qui généralement sont comme troués. Ils sont dans un rapport au temps très discontinu. Et Paul Ricoeur lui disait, pour répondre à cette exigence de mettre de l'imprévu dans de la permanence, parce que l'identité, elle a deux aspects. L'identité, elle a du même, c'est toujours moi, j'ai toujours le même nom de famille ou le même prénom, et j'ai des caractéristiques qui ne vont pas changer tout au long de ma vie. Et puis, il y a de la différence, sans cesse, puisque ma photo de moi quand j'étais toute petite n'est plus la même aujourd'hui et ça sera encore différent demain. Donc comment est-ce que j'intègre en fait le temps dans l'identité? Et Paul Ricoeur a répondu par la narrativité, c'est-à-dire le récit du personnage, de qui je suis. Et finalement, je crois que c'est la moelle de notre travail à tous de pouvoir co-construire avec les personnes que l'on reçoit une histoire qui tienne la route, à peu près, qui permette en tous les cas d'en voir une suite à la route. Merci Elisabeth. Ici. Oui, alors, c'est difficile de passer après ça. Mais, alors déjà sur le surmoi, il y a quand même un sujet sur YouTube. Parce que la culture qui va générer un surmoi à un endroit va pas générer un non-surmoi. Et dans nos sociétés occidentales, de plus en plus conjuguées entre elles, il y a des sujets qui fait qu'à un moment donné, c'est parfois compliqué d'avoir des référentiels de normes sociales qui rencontrent d'autres référentiels de normes sociales et qui tout d'un coup viennent générer des frottements relativement importants. Moi, je pense que par rapport à cela, il y a quand même un sujet sur l'articulation. Parce qu'il y a l'impression qu'on confond deux choses. J'ai l'impression qu'on confond l'intervention sociale, la capacité à intervenir après des publics en vulnérabilité, et le soin dans la dictologie. Pour moi, c'est pas la même chose. L'un est dans l'autre, et je pense qu'un des grands sujets que moi j'ai eu la chance de travailler sur ce petit travail sur le quartier, c'est qu'on avait 40 000 personnes, 45 000 personnes sur le quartier du Mirail, dont plus de la moitié sont sous le seuil de pauvreté, avec des familles qui ont des savoirs expérientiels très forts pour pouvoir justement trouver des astuces et des solutions face à ces sujets-là. On a bien sûr des figures classiques que l'on voit et que vous avez évoquées, ils sont sûrement dans vos structures. Et à l'époque, quand je faisais ce travail, on voyait les quartiers au travers du trafic de drogue ou des barbus. Et en fait, c'était une minorité et une population sourde, dont on parlait peu, qui, elle, avait d'énormes capacités d'adaptation à ces endroits-là. Et pourquoi je voulais venir là-dessus? Parce qu'en fait, il y a différentes figures d'appartenance, c'est-à-dire que soit on se réfère aux barbus, soit on se réfère aux dealers parce qu'il y a une grosse voiture, soit on se réfère à toute autre chose. Et le toute autre chose existe. Et je trouve que dans l'intervention sociale,
le fait d'être à côté pour pouvoir construire tout ce que tu as dit sur la narration, c'est très important, mais à un moment donné, il va falloir que les épiphologues ils se mouillent en fait. Alors je sais qu'ici ils se mouillent, puisque la plateforme elle fait ça, mais à un moment donné il faut avoir des ressources, parce que les intervenants de premier, les lignes, c'est pas des addictologues. Donc pendant un moment, ils peuvent faire l'intervention sociale, ils peuvent accompagner, ils peuvent structurer, mais à un moment donné, le soin en addictologie, ça existe. Ça existe, et c'est là où, à un moment donné, il va falloir trouver une capacité d'articulation entre les expertises, les savoirs expérientiels des personnes, par rapport à ça, parce que ça existe, les savoirs professionnels de l'intervenant social, des interventions sociales pluridisciplinaires, structurées, avec c'est quoi notre mission. J'ai beaucoup aimé votre question, ça m'a fait beaucoup penser. Je suis aujourd'hui en charge d'une association avec beaucoup d'établissements à l'ARCEA, et en fait, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, j'ai réfléchi à ça, en fait. Est-ce que les professionnels des professionnels d'Israël se posaient la question de la commande sociale de l'ARCEA. Ça m'a fait mal à la tête de question. En tout cas, c'est très bien, ça va me faire penser. Et puis, les intervenants dits spécialisés. C'est cette articulation-là. Moi, ce que j'avais retenu à l'époque, c'était il y a longtemps, mais j'imagine que les choses ont évolué favorablement, c'est que on avait, dans les centres de soins pour toxicomanes, pour les jeux de rôle, du 3100, on a le Carson, on a les files actives. On avait regardé, il y avait Barso. Et il y a cette figure cette figure sociale d'appartenance, ou ces groupes d'appartenance qui, dans les quartiers prioritaires, comme dans les zones rurales d'ailleurs, mais de manière assez symétrique, au final, on est dans un village, dans un village, où le regard social est très fort. À l'ARCEA, on a le pôle de soins Guinée Saint-Antique qui a un CMP enfant à la Reinerie et une à la Forêt. Et quand on a voulu le déplacer au milieu de la Reinerie, tout d'un coup, s'est posé la question de savoir si les familles allaient continuer à venir. Parce que si le regard social est dû montrer des familles qui allaient vivre dans un centre psychiatrique pour ces enfants, on avait quand même des sujets, d'ailleurs, on a renoncé au projet, un peu à cause de ça. Donc, je crois que là, un des grands enjeux de la diffusion aujourd'hui, ça a été pendant les 25 premières années d'exister, très bien. Maintenant, c'est de travailler les autres. Je dis pas que vous le faites pas, je dis pas que c'est l'excès, mais c'est cette articulation-là. Parce que sinon, on est dans un cloisonnement, chacun a son public, et au final, les intervenants sociaux, j'utilise ce terme-là, mais qui est générique, et au final, ils arrivent à construire des choses, et derrière, les solutions, elles sont difficiles, et donc, de fait, vous vous sentez soit en difficulté, soit en échec. Alors, j'imagine en plus que sur les 100 personnes que vous accompagnez, je dis un peu, vous en avez peut-être 3, 4, 5 qui vont être en difficulté. Vous oubliez très vite et ceux avec qui ça fonctionne, sur lesquels vous avez écrit, vous avez posé des objectifs, entre guillemets, et pour lesquels fonctionne. Mais pour ces 3, 4, 5, là, il y a vraiment des sujets de mise en coopération, et je crois que c'est un jeu très fort de Guillaume Dispositif. Merci Guillaume. J'imagine que cette notion d'interaction et de collaboration, etc., ça parle ici à tout le monde. Et alors du coup, je me demandais, je pense que tout le monde a envie de savoir ce qu'il y a écrit sur le verre. Voilà, ben oui. Donc il me dit, Guillaume, tu n'arriveras jamais à faire un gap. Vous savez ce que c'est un gap, vous? Moi je ne savais pas. C'est pour ça que je me lançais. Il dit pourquoi? Il me dit parce que... Je dis ah oui, j'ai compris. Parce que les 2 premiers rangs sont vides. Donc les gens ont peur de quoi? Pas de moi, pas de... Mais de s'exposer à parler de leur pratique, ça peut se faire entre gens qui se connaissent. C'est ça que tu m'as dit. Entre les gens qui se connaissent, un petit groupe, là on parle. Mais là, en public, là, dire moi j'ai des problèmes, je ne comprends pas, c'est un peu difficile. Je comprends, d'accord. Mais la légitimité et la compétence, d'où ça vient? D'où ça vient la légitimité et la compétence? Quand il y a eu le certificat d'addictologie, qu'est-ce qu'ils ont fait venir? Il n'y avait pas d'addictologue. On faisait le certificat. Ils ont fait venir des gens des CSST, et parce qu'il y avait une partie médicale, ils m'ont fait venir à moi, et à d'autres, comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'avais comme compétence?
D'où j'ai sorti ma compétence. C'est parce que je m'étais jeté dedans, il m'avait tout sauté dessus, les toxicomanes, et comme on disait à l'époque, et au bout d'un moment, je me suis sorti, j'ai émergé, et j'ai commencé à faire des trucs. Donc ma compétence, elle est venue des toxicomanes, que je me suis jeté à l'eau, enfin, non. Je ne me suis pas occupé d'eux, c'est eux qui se sont occupés de moi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, la compétence. Donc si on ne risque pas, si on n'essaie pas, si on n'accepte pas de dire des bêtises, des conneries, de faire des erreurs, on n'apprend rien. On a affaire à des spécialistes qui croient qu'ils savent et qu'ils n'en ont rien. Voilà. D'où sort la compétence des psychiatres? La compétence des psychiatres sort de l'expérience de premier amène de la folie. C'est ce qui a fait leur légitimité. Ils vivaient avec les fous. Ils écrivaient des trucs magnifiques sur les fous. Ils étaient capables de faire des romans et ils en ont fait. Mais à partir du moment où on a sorti les fous de l'hôpital, les psychiatres ont perdu leur légitimité et leur compétence. En partie seulement. Et se transféraient vers qui? Vers ceux qui avaient l'expérience première main de la folie. 24 heures sur 24. 2 à 3 millions de personnes ayant des maladies mentales sévères sont accompagnées au quotidien par des proches, par la famille. Et eux savent, eux connaissent, eux comprennent. Donc la compétence, voilà, il y a ce transfert-là. Donc on est dans cette dynamique, si les gens de terrain ne parlent pas, n'ont pas confiance, ne se risquent pas, les choses n'avancent pas. Parce qu'à l'université, pour avoir une connaissance acquise, il faut 10 ans. Ils sont toujours en retard de 10 ans. Alors que dans le réseau, quand il y a eu des problèmes, on les a dépistés, même avant, on les anticipait. On a anticipé sur plein de problèmes. Même sur des problèmes très techniques. Puisque il y avait la sécurité, il y avait l'ARS, il y avait les CARUD, il y avait l'EXAPA, il y avait les médecins généralistes, il y avait les pharmaciens, il y avait l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. L'ordre des médecins ne venait pas, on était fâchés. Mais ça faisait une petite collection de personnes là, qui observaient sur, voilà, des professionnels différents, c'est une pratique. Et on a dépisté des médicaments qui étaient dangereux, qu'il fallait pas prescrire, etc. Et ils ont été interdits 5 à 10 ans après. On était là, c'était les gens d'intérêt, ils étaient en avance. Donc les gens d'intérêt, ils doivent se mouiller. Mais s'ils n'occupent pas les 2 premiers rangs, c'est foutu d'avance. C'est d'ailleurs un peu comme ça que c'est expérimenté la réduction des risques. C'est ce que dit Jacques, c'est un peu comme ça que c'est expérimenté la réduction des risques avec des associations comme Aide des médecins du monde, qui n'ont pas attendu les résultats sur le sida, de ce qu'il fallait faire, etc., et qui sont allés vers rencontrer les usagers, qui ont raconté leur expérience, qui ont parlé de leurs besoins, et ils ont tenté de répondre aux besoins. C'est ça le début de l'histoire, tout simplement. Donc effectivement, se mouiller dans la pratique, expérimenter, il ne faut pas être seul. On ne fait pas des expérimentations pour se faire plaisir, mais on expérimente avec les usagers, on leur dit qu'on réfléchit avec eux, et c'est important. Voilà. C'est toujours une histoire singulière. C'est toujours une histoire singulière, comme je disais. Chaque fois, on fait des classifications, on fait des trucs, etc. Mais classification, ça sert parce qu'il faut des classifications pour obtenir des droits, octroyer des AH, des trucs comme ça. Mais pour l'individu, ça ne veut rien dire. Schizophrène, c'est pas possible. C'est une insulte. Tu ne peux pas te balader avec ce diagnostic. Donc, chaque fois, il faut reconstruire, déconstruire. Parce que la question que pose le malade, c'est pas le maladie mentale, c'est pas qu'est-ce que j'ai. C'est pas qu'est-ce que j'ai. C'est qui je suis. Et qui je suis peut régler ça qu'avec un autre. Voilà. Donc, une autre personne qui doit avoir confiance en elle et se mouiller dans ce truc. C'est quand même épouvantable comme souffrance de ne pas savoir qui on est, d'être disqualifié par un mot. Donc il faut le défaire. Et le mot est nécessaire, il va évoluer, etc. On dit troubles mentaux au lieu de maladie mentale. Mais il faut se trimballer avec ça. On ne peut pas laisser quelqu'un avec le diagnostic de schizophrénie dans la tête. Moi je demande des schizophrènes, d'accord, oui. Et mammifère, c'est de la souris à l'éléphant, et schizophrène, c'est pareil. Donc il faut voir quel genre
de problème tu as. Qu'est-ce que tu as comme problème? C'est quoi? Tu délires, tu vois des trucs, moi aussi je vois des trucs de la nuit. Ça s'appelle un rêve. Toi, tu les vois le jour. Tu souffres de décalage horaire, c'est tout. On va y remédier. Il y a des médicaments qui vont te remettre les pendules à l'heure. Donc, on discute normalement du diagnostic, mais c'est obligé. Donc, la compétence, si vous l'acceptez, vous l'avez. Si vous acceptez cette compétence, ce dialogue singulier avec un patient, avec une personne qui se pose la question de qui il est, en face, si vous abordez ça sans peur, vous êtes dans une position soignante exceptionnelle. Parce qu'il vous a choisi, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. De quoi je parlais au départ, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le verre? Et Sur le verre. Ils veulent savoir ce que tu as noté sur le verre. ah oui, moi, à propos de la compétence, donc moi, quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas de stage chez le médecin généraliste. Donc j'ai passé plusieurs années à l'hôpital, dans les services spécialisés, à apprendre mon métier. À l'hôpital, qui je voyais? Je voyais des patients qui avaient été envoyés par les médecins généralistes de la ville. Donc j'avais que des patients triés sur le volet. Voilà. Des pneumonies, des tuberculoses, des appendicites, des trucs, occlusions, volvulus, patati, patata, cancer, etc. Et quand je me suis installé, j'étais pas sûr de vouloir être médecin, donc j'ai pas mis ma plaque. Et je ne me suis pas assuré. Et je lui dis pendant 1 an, si je tue personne, ça va, je vis ma plaque. Donc je travaillais comme ça. Bon, c'était un peu limite, bon, même faire. Donc, quand je me suis installé, j'ai vu. Alors, un médecin hospitalise un patient sur 240. À l'hôpital, il voit 240 patients, il hospitalise un. Il en voit 240, il hospitalise un autre. Voilà. Et quand je me suis installé, donc, j'ai pas vu les patients que je voyais d'habitude, qui étaient triés par les médecins qui les envoyaient. J'ai vu les 239 autres. Donc, je n'ai vu que des patients que je n'avais jamais vus, je ne savais pas ce qu'ils avaient. Et chaque fois que je vu un patient, je connais, j'ai vu l'hôpital, hop, je l'hospitalisais. Donc je ne m'occupais pas non plus de lui. J'étais formé, docteur Dagobert, j'étais formé à l'envers. Donc j'étais au maximum de l'incompétence. Mais je n'étais pas de danger public parce que chaque fois que quelqu'un avait quelque chose de grave, je le reconnaissais de suite et je l'hospitalisais. Donc, alors j'étais à l'état d'incompétence totale pour répondre positivement à la question qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, heureusement, heureusement, moi je suis un peu un médecin, donc je suis dans un cabinet médical, donc ça va, je n'ai pas de problème. Donc, on discutait de tout et de rien, je trouvais toujours quelque chose à faire, à dire et voilà. Et par contre, les autres médecins qui n'avaient pas cette habitude, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant 5 ans, ils galéraient et puis ils trouvaient des solutions, ou alors il y avait des médecines en kit, homéopathie, acupuncture, etc. Tout est prêt, on avait toujours la réponse médicamenteuse, et puis les gens finissaient par guérir de toute manière, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de grave. Voilà. Donc l'incompétence, elle est vraiment bien répartie. Vraiment très bien répartie. On a affaire avec. Voilà, c'est ça. Et donc c'est chaque fois, surtout en addictologie et en psychiatrie, il n'y a pas de science. Les médecins, ce n'est pas des ingénieurs de la santé, ce n'est pas des techniciens de la santé. En addictologie et en psychiatrie, on n'a rien. On n'a pas de radio, on n'a pas d'IRM, on n'a pas de trucs, on n'a que dalle. On est au niveau d'Hippocrate. On a juste les yeux et les oreilles pour observer, à comprendre, etc. C'est pour ça que ceux qui sont en contact, qui deviennent compétents. Parce qu'il n'y a que l'observation. Hippocrate. Les psychiatres, les addictologues et les gens qui sont en contact sont les derniers médecins. Les autres sont ingénieurs et techniciens de la santé. Ils ont horreur de la psychiatrie, ils ont horreur de tout ça. Les étudiants en médecine, ils apprennent la haine de la médecine. Parce que la médecine, c'est une science appliquée à l'homme. C'est-à-dire la science et son contraire. L'objectivité et la subjectivité. C'est-à-dire la médecine, c'est une science dégradée. Et le médecin, c'est un scientifique corrompu. Voilà. Donc on est là-dedans. Donc il faut accepter la réalité et y trouver sa place. Et pas être crispé sur il sait mieux, il connaît mieux, lui c'est un spécialiste, etc. Bon, on est là, vous nous envoyez les gens qui sont
qui sont trop difficiles, on en discute et puis on trouve des trucs. Mais il ne faut pas être complexé par rapport à la prise en charge des patients en addictologie et en psychiatrie parce que c'est l'affaire. Non, mais si on veut leur laisser un petit peu. Comment? Ah ben c'est marqué la même chose en fait que ce qu'il vient de t'expliquer. C'est son pensée. Et je ne sais pas si au final, il y a beaucoup de gens qui sont en contact avec des publics. Ouais. Bah ouais. Finalement, on commence par le bonheur, on finit par l'alliance. C'est pas si mal. Je suis pas sûre qu'on aurait pu faire un... Voilà. En ouvrant la séance, j'imaginais pas qu'on trouverait un mot qui, au fond, ouvre en tout cas quelque chose, l'alliance. Et puis peut-être un espoir que donne Jacques, qui est de dire que la compétence, c'est l'engagement. Voilà, c'est le fait d'y être, de se coltiner les choses et d'accepter d'en parler. Ce que vous avez d'ailleurs accepté de faire aujourd'hui au Débeauté, c'est jamais le format des plateformes. Il y a toujours 3 personnes comme Guillaume qui préparent, qui préparent une intervention cadrée, mais Jacques et Elisabeth avaient réservé une surprise. Et la surprise, c'était qu'on y soit, voilà, qu'on en dise quelque chose de ce qui nous est facile, de ce qui nous est difficile, de ces chemins. Et finalement, moi j'ai envie que le dernier mot de l'après-midi, si vous l'acceptez évidemment, ça soit le CERN d'Alliance. Et je crois qu'on se retrouve le 9 décembre avec un autre sujet que vous avez aussi souhaité et demandé à Sabine. Voilà. Le sujet, on le verra quand il y aura une belle affiche. Parce que chaque membre de l'équipe vraiment se transforme en graphiste, essaye de faire des jolies choses. C'est eux qui avaient trouvé ce tableau de Matisse aujourd'hui, voilà, qui ouvrait l'invitation. Merci à vous, bravo à nos 3 intervenants. Bravo à vous. Et bravo à vous d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup.